Ce qui est certain, c'est qu'il y a certaines personnes qui expliquent, donc je le disais, être tombées malades depuis, à court terme. À moyen terme, c'est plus compliqué à établir. Mais ces personnes-là qui ont une sensibilité très développée, nous, ce qu'on a proposé, comme elles ne sont pas crues, qu'on leur dit que c'est psychosomatique, je fais une parenthèse d'ailleurs, vous avez vu que j'étais un petit peu en retard, j'ai pris un covoiturage de Rennes du coup pour pallier à la déficience du train. J'étais avec un technicien, c'est le hasard qui fait bien les choses, j'étais avec un technicien, donc je ne sais pas s'il travaille pour Enedis ou pas, mais il est autour des aménagements du territoire en électricité, et il m'expliquait que c'est quelque chose qui est reconnu. Les agriculteurs savent que les champs électromagnétiques causent des soucis parce qu'ils ont des problèmes avec les bovins notamment, donc avec les vaches qui peuvent avoir des soucis de santé avec les champs électromagnétiques très forts, ça c'est très bien connu par les agriculteurs, c'est les lignes à haute tension. Mais donc il m'expliquait cette histoire d'un agriculteur qui fait des relevés précis. Alors j'ai pas très bien compris, c'était assez complexe, c'était en termes biologiques avec les différents cycles de l'animal, et depuis qu'il a le compteur Linky, son animal également, ces animaux pardon, ont des soucis. Donc, ce qui est intéressant avec les animaux, c'est que le facteur psychosomatique est quand même plus difficile à suspecter, en tout cas à invoquer. Je pense pas que l'adversaire le fera, et il aura raison. La démarche aussi adverse, c'est de dire on ne sait pas, il faut faire des études. Là, c'est pareil, l'agence du gouvernement, l'ANSES, dit pour les téléphones portables, on ne sait pas, il faut faire une étude qui s'appelle Interphone pour faire des essais pendant des années et des années. Puis pendant ce temps-là, il y a la Cour de cassation italienne, par exemple, il y a quelques années, qui a rendu un arrêt qui dit non, il y a une tumeur dans le cerveau et elle est liée à l'usage du téléphone portable. Donc, juridiquement, c'est un peu plus complexe. La preuve est admissible pour prouver que c'est lié à l'usage intensif du téléphone portable. Donc, il y a cette espèce de scission. Et c'est un petit peu pour ça qu'on va avoir le juge dans le cadre de cette affaire. C'est pour solliciter ce tiers, donc que je vous disais, peut contraindre l'adversaire, mais qui reste indépendant dans ses décisions. Structurellement, le juge va être ce qu'il y a de plus indépendant possible par rapport à ces différentes agences qui disent toutes leurs bénédictions à Linky, même si, donc je vous le disais, quand on lit un petit peu leur rapport, quand on écrit autant de littérature sur un problème, des fois il y a des choses qui transparaissent. Et c'est ça aussi qu'on met en évidence devant le juge. Mais donc pour ces personnes-là, ce que je disais, c'est qu'on voulait leur proposer d'apporter une preuve aussi plus solide que d'habitude, en termes d'expertise, c'était de faire des expertises sous constat d'huissier. Pour l'huissier n'est pas contesté. Moi, je fais des dossiers brevets contre des grands méchants et on ne conteste pas la foi de l'huissier. Le fait que l'huissier ait triché, ça se pratique jamais, ou alors c'est une procédure très spéciale, extrêmement risquée, etc. Donc en général, ça se fait pas. Et la foi de l'huissier, donc elle est reconnue, et l'idée c'est de permettre à ces personnes, parmi celles d'entre elles qui ont des symptômes à court terme, en quelques heures maximum, parce que sinon c'est pas possible, sinon il y a trop de facteurs qui vont jouer, sinon ça va être difficilement défendable. Mais parmi les électro-hypersensibles, il y en a qui ont des symptômes assez rapidement, et c'est de faire une exposition, mais on ne fait rien de plus méchant que le Linky. Donc d'ailleurs ça peut être une exposition au Linky, allumé, éteint, ou avec un filtre ou sans filtre, et de faire constater en double insu, en double aveugle, la réalité du lien entre les symptômes qui apparaissent, quel qu'il soit, et l'exposition au courant porteur en ligne. Ça, c'est possible. Ça présente deux difficultés. C'est qu'il faut les bonnes personnes. Donc, s'il y a des personnes électro-hypersensibles ou des personnes qui connaissent des gens qui sont électro-hypersensibles et qui réagissent rapidement, ça peut être intéressant de contacter le cabinet ensuite pour prévoir un accompagnement là-dessus. Contrairement à certaines études scientifiques qui avaient été faites, on n'est pas là pour piéger les gens, on est là pour, de façon loyale, c'est-à-dire on fait ces constats sans tricher, mais on les fait en montrant bien que c'est effectivement les champs électromagnétiques qui causent le problème. Voilà. Et on fait un essai avant pour aider la personne et puis pour vérifier effectivement si ça peut fonctionner. Et voilà, donc ces personnes-là peuvent contacter le cabinet. Il y a une deuxième difficulté, c'est le financement. En général, les électro-hypersensibles dont vous en parliez tout à l'heure ont des difficultés économiques importantes. Donc là, il y a deux possibilités. Soit elles font appel en interne avec leur collectif à un financement, si elles-mêmes ne peuvent pas. Soit, dans le cadre de cette procédure, quand vous allez vous inscrire, avec la procédure qui va être mise à jour d'ici quelques jours sur l'inscription en ligne, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a une étape où on vous propose, c'est pas obligatoire, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 15 euros, 30 euros, 90 euros maximum en plus pour contribuer au financement de ces constats d'huissier, qui coûtent au moins 600 euros, mais dans certains cas jusqu'à 1500 euros en fonction de l'huissier. C'est pas l'argent pour nous, l'huissier et éventuellement le ou les experts qui seront présents pour réaliser ces constats. Et donc vous pourrez, si vous le souhaitez, contribuer à ce financement.
La seule condition, c'est que s'il y a des personnes qui veulent bénéficier de ce financement collectif, on demandera quelques éléments, on ne sera pas trop exigeant, mais on demandera quelques éléments qui montrent que la personne ne peut pas le financer. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans le cadre de l'action collective, on a certaines personnes qui nous demandent des situations, qui nous exposent des situations très particulières. C'est pas l'objet de cette action de défendre, par exemple, le technicien qui a été trop insistant ou la relance téléphonique. Nous, on a un objet dans votre intérêt, c'est de faire désactiver ou déposer ces compteurs. Il y a une mesure importante qui est à dire, tout à l'heure on m'a posé la question, les gens qui ont déjà le compteur déposé, ça fait partie des choses qu'on demande et qu'on prend en compte. Je crois qu'il y a des personnes qui sont venues ici avec cette préoccupation-là. On demande pour ces personnes qui ont déjà le compteur, je l'expliquais rapidement tout à l'heure, la dépose ou à défaut, alors c'est quand on motive des demandes de décision en droit, on met une demande à titre principal, qui est retirer le compteur et remettre un compteur électromécanique comme c'était le cas avant. Et si le juge nous donne par raison sur ce point, pour le moins, désactiver le module CPL de ces compteurs. C'est bien, comme l'adversaire nous a soufflé qu'ils étaient reprogrammables à distance, ils peuvent techniquement désactiver le module CPL. Alors ils vont vous dire que c'est pas possible, mais ils peuvent le faire. Et voilà. Et pour le moins, mais vraiment pour le moins du moins, c'est de permettre la communication CPL une fois par mois, puisqu'on nous dit que c'est pour relever nos compteurs. Bah, très bien, dans ce cas, une fois par mois, le compteur, pendant la fameuse minute, va pouvoir dire quel est son comptage au bout de cette durée et faire son travail, et rien de plus de ce qui lui était demandé par les consommateurs qui se sont vus poser ce compteur. Pour les autres, on demande ce qu'on appelle en droit des mesures conservatoires, c'est-à-dire de ne pas remplacer le compteur s'il n'est pas encore remplacé au moment où le juge statue. Voilà pour la santé. Il y a une option dont j'aimerais bien parler, c'est une éventuelle, mais ça c'est dans l'hypothèse où il y aurait plus un emballement des inscrits, donc pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est une hypothèse qui peut être très intéressante pour vous. C'est que dans l'hypothèse où il y a beaucoup d'inscrits dans une zone donnée, on aura cette possibilité de saisir le juge local. Ça présente un intérêt essentiel, c'est que dans l'hypothèse, moi je suis avocat, je défends votre situation, mais un avocat adverse en face va faire la même chose. Et évidemment, on a des arguments très sérieux, c'est pour ça qu'on a proposé une action collective. Après, dans une action, il y a toujours un aléa, il y a toujours des questions de procédure qui se posent, et Enedis a les moyens d'investir dans différentes embûches qui pourraient créer. Donc, il y a toujours un risque, moi je le dis clairement, que vous soyez débouté, ça peut arriver. Et l'intérêt de saisir plusieurs juges, c'est qu'il peut y avoir donc des décisions différentes rendues dans différents endroits de France. Et après, éventuellement, si d'autres personnes qui se sont réveillées trop tard ou pour lesquelles la pause est arrivée trop tard et qu'ils ont pris conscience du problème plus tard, ça peut permettre de rebondir de décision en décision. On en a une première d'ailleurs qui était une action à titre individuel, initiée par un confrère à Grenoble. On l'a mis dans le communiqué. Elle est intéressante cette décision puisque le juge nous dit: il résulte des nombreux certificats médicaux versés par madame qu'elle présente une hypersensibilité au champ électromagnétique, ce qui nécessite impérativement sa mise à l'abri d'un maximum de sources électromagnétiques, même de faible intensité, sous peine d'atteinte à sa santé, alors en l'occurrence là sous forme d'une détérioration cérébrale sévère. Ça c'est ce que disait le certificat médical. Son remplacement par un compteur avec relevé manuel ne présente pas de risque pour sa santé. Et d'ailleurs, le juge ajoute, là c'était sur un compteur à eau, ne devront pas être installés de compteurs Linky, Gaspard, qui dégagent des ondes électromagnétiques, ni de compteurs, donc de façon plus large, avec utilisation du courant porteur en ligne. Donc c'est un petit peu ça l'objectif, c'est dans l'hypothèse où il y a comme une poche de résistance, de saisir le juge local et de pouvoir obtenir des décisions par des juges qui, pour le moins, sont plus proches de vous géographiquement. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on peut passer au... On avait une personne qui voulait juste... Voilà, je vous écoute. Attendez, on vous amène un micro. Allez-y. Bonsoir, je suis papa de 2 enfants en bas âge et je veux juste savoir si aujourd'hui je dis non à Linky, qu'est-ce que ça m'arrive? Demain, j'ai pas d'électricité, je vais chauffer comment mes enfants? Qu'est-ce que vous dites? Vous m'aidez comment là-dessus? Alors, si on vous coupe l'électricité, à mon sens, ça sera parfaitement illicite. Vous coupez l'électricité parce que vous refusez un objet connecté, ça sera
totalement en dehors de la loi. Maintenant, effectivement, d'un point de vue matériel, ils peuvent le faire. À ce moment-là, si vous êtes dans cette situation, moi j'ai pas encore eu connaissance de situation comme ça, il faudra, si l'adversaire n'obtempère pas, soit effectivement vous acceptez la concession d'avoir ce compteur, soit vous saisissez un juge, mais dans une urgence encore plus urgente, c'est-à-dire une action individuelle avec un juge local exclusivement. Ce que je vous pose cette question, c'est très simple, parce que moi je sortis mon contrat EDF, comme tout le monde. Vous avez chez vous, je regardais, il s'est bien marqué, le contrôle, ça ne m'appartient pas. Le contrôle, ça appartient à... Mais la question de la propriété est totalement différente de ce qu'on peut vous faire subir en termes d'exposition au champ électromagnétique. Si je n'ai pas de contrôle chez moi, il n'y a pas d'électricité qui arrive chez moi. Je fais comment pour chauffer mes enfants? Ma question, c'est très simple. Il y a une confusion qui est faite. Alors, vous avez raison, il y a quand même un grand débat sur la propriété des compteurs. Ils appartiennent en principe aux communes. Selon certains contrats des syndicats d'énergie, la propriété, c'est ce qu'ils essayent de faire de plus en plus, de transférer ces compteurs par contrat dans le cadre de la délégation de service public auprès du syndicat d'énergie, et à ce moment-là, le compteur appartient plus à la commune. Ils essayent de le faire, voilà. Bon, il y a des questions complexes sur la propriété, mais c'est pas parce que un objet n'est pas votre propriété que vous avez le droit de subir ses effets. Si en droit civil, on a des questions très simples avec des objets qui peuvent, dans le cadre de ce qu'on appelle les troubles de voisinage, des objets qui peuvent provoquer des nuisances. Ils sont chez votre voisin, ils appartiennent à votre voisin, ils vous provoquent des nuisances et vous avez quand même le droit de demander la cessation des nuisances. Donc même si Enedis ou EDF ou un autre fournisseur d'énergie vous dit dans le contrat que c'est leur compteur ou que c'est pas le vôtre, et que si vous êtes un méchant parce que vous refusez Linky, on vous coupera l'électricité, ça ne le rend pas licite pour autant. Nous, on expliquera au juge que couper l'électricité d'une personne qui refuse un objet connecté, ce n'est pas légal. Voilà. Maintenant, si vous avez raison de soulever le problème, concrètement, effectivement, ils peuvent dire très bien, bon bah lui, on lui coupe l'électricité, et puis on va lui mettre la pression comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra saisir un juge en urgence si vous ne souhaitez pas revenir sur votre décision. C'est le problème des situations factuelles. Le droit a une capacité d'action, mais il y a quand même un petit délai qui est nécessaire. Par rapport à ce problème concret, je voudrais vous dire que c'est arrivé dans le nord de la France, je pense à 2 reprises. Une personne s'est vue couper l'électricité parce qu'elle a refusé le compteur Linky. Donc c'était en hiver et c'était une personne qui avait besoin absolument d'électricité par rapport à son équipement, soit d'un lit médicalisé ou autre chose, je ne me souviens plus bien. Tout ce que je sais, c'est que c'était dans un immeuble et que plusieurs personnes de l'immeuble se sont montrées solidaires et ont soutenu cette personne, l'ont accueillie chez elle temporairement et ont fait le forcing auprès des autorités locales, que ce soit la police ou la gendarmerie, ce dont je ne me souviens plus, et que l'électricité a finalement été rétablie dans un délai très court. Donc ça s'appelle du chantage, et là aussi, c'est ce que je vous disais en introduction, il faut vous battre, il faut être plusieurs, il faut vous unir de telle manière que vous ne soyez pas tout seul à vous y opposer. De la même manière, si on veut vous forcer à prendre un compteur Linky chez vous, qui se trouve être sur un muret extérieur, on vous dit de vous réunir avec vos voisins et de vous opposer à plusieurs devant la personne qui vient vous poser le compteur. En aucun cas, vous ne devez rester tout seul. Vous devez établir votre liste avec les répertoires des collectifs, justement, pour qu'on puisse vous aider, pour que vous puissiez solliciter votre voisin dans la rue d'à côté, etc. Et vous rencontrer et animer des réunions et vous rencontrer souvent pour en parler et être un petit réseau qui puisse être en capacité d'aider chacun dans un cas précis comme le vôtre. Merci. Oui. Attendez le micro. Le micro arrive. Signaler le monsieur, est-ce qu'il peut carrément porter plainte? Bien sûr. Là, donc, première réaction, si on coupe l'électricité, là, porter plainte. Porter plainte vous demanderez une sanction. Ça fait pas chauffer la maison. Voilà. Ce qui est l'essentiel, c'est surtout de faire rétablir l'électricité. Enedis, on a constaté aussi qu'il fait aussi, je sais que vous en doutez, mais il y a dans certaines mesures extrêmes qu'ils ont pu être tentés de prendre, ne le font plus pour des raisons aussi d'image. Voilà. Couper l'électricité, ça passe immédiatement dans la presse, c'est quelque chose qui est très sévère. Et tant qu'un juge n'a pas tranché la question de savoir si on peut couper l'électricité d'une personne qui refuse un compteur connecté, ils prennent beaucoup de risques quand ils le font. Alors il y a 3 autres questions, 4. Moi, je voulais savoir s'ils prévenaient avant de venir poser le compteur. Au regard de la loi, ils sont censés prévenir.
Voilà, après il y a des demandeurs bon, qui disent qu'ils n'ont pas été prévenus. Et c'est vrai qu'avec les compteurs en chaussée, ils ont eu tendance à les remplacer quoi qu'il arrive de toute façon. Ils l'indiquent eux-mêmes d'ailleurs. Comment je fais? J'ai pas EDF et par rapport aux voisins, je fais comment? Alors, c'est-à-dire, j'ai pas compris le... Je n'ai pas EDF, j'ai pas de Vous n'avez pas d'électricité avec EDF, enfin, ni avec Enedis? Oui. D'accord. Par contre, j'ai des voisins de chaque côté. Vous avez des voisins, donc sur un bâtiment mitoyen très proche? Assez proche, mon terrain fait 20 mètres de large, donc c'est assez proche. Ouais, alors ça peut faire partie des cas particuliers qu'on n'inclut pas forcément dans les catégories. Si c'est mitoyen, il y a quand même... c'est le mécanisme juridique que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le fondement des troubles sur le fondement des troubles de voisinage. Et ce fondement-là permet de sanctionner même sans, parce que vous imaginez que vous n'avez pas envie de vous attaquer à vos voisins, il permet de sanctionner l'auteur des nuisances, donc en l'occurrence Enedis. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un message au cabinet, un message écrit, et exposer votre situation pour que moi je puisse en parler à mes confrères, voir si on peut l'inclure ou pas. Parce que c'est vrai que quand on va agir en justice, on a quand même le fondement d'un contrat, pour le coup, sur ces catégories-là de demandeurs qui ont été faits. Donc ça reste un cas particulier, il faut qu'on en discute, voir si on peut l'inclure ou pas. Moi, je voulais savoir, donc, la procédure pour le changement de compteur, ils préviennent, mais ils prennent rendez-vous, ils font quoi? Moi, je suis pas Enedis. Quand c'est à l'intérieur, il faut... gens qui l'ont vécu, c'est entre 8h et 13h, comme pour les relevés. Quand c'est à l'intérieur, nécessairement, ils sont contraints de prendre rendez-vous. Maintenant, sur l'extérieur, non. Donc, sur l'extérieur, il n'y a aucun rendez-vous? Non, c'est un courrier 30 à 45 jours. Donc normalement, vous êtes prévenu 30 à 45 jours avant le changement de votre compteur, que votre compteur soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Certains pourtant se sont vus poser les compteurs sans avoir reçu ce courrier, ou ont reçu un SMS simplement, ou un mail. Mais la procédure normale, c'est 30 à 45 jours auparavant. Vous recevez un courrier vous disant qu'on va changer votre compteur et qu'on n'a pas besoin que vous soyez présent sur place si votre compteur est à l'extérieur ou dans un habitat collectif. En revanche, si votre compteur est à l'intérieur, ils vont donc vous solliciter et quelquefois vous harceler par téléphone jusqu'à temps que vous ouvriez la porte en ayant fixé un rendez-vous, convenu un rendez-vous avec la société de pause. Donc si vous ne voulez pas du compteur, et on respecte ceux qui en veulent, on n'est pas là pour faire de l'ostracisme, il peut y avoir dans la salle, et je le respecterai très bien, des personnes qui souhaitent avoir le compteur, on n'est pas là pour dire qu'il faut à tout prix le refuser, je dis simplement que ceux qui ne le veulent pas peuvent ne pas ouvrir la porte. Vous êtes propriétaire de votre vie et de votre environnement, donc vous n'avez pas à ouvrir la porte si vous ne le souhaitez pas. Ça, c'est le cas le plus simple finalement. Moi, j'ai une maison effectivement où le compteur est à l'intérieur, donc ça me paraît assez simple de l'empêcher. Et j'ai un local où le compteur est à l'extérieur et en bord de rue. Donc là, alors, ça résoudra en partie la problématique sur la vie privée, mais pas sur le courant porteur en ligne, si votre motif principal c'est la santé. Puisque à partir du moment où il y a des compteurs dans le quartier, ça circule dans les câbles de toute la grappe de compteurs. Ouais. Oui, mais la solution pour les empêcher de changer le compteur en extérieur, c'est de saisir un juge pour les ordonner, que le juge ordonne, oui, alors, parce que manifestement... D'ici 2021, concrètement, on fait comment? Alors, ne pas ouvrir la porte, d'accord, mais sur les compteurs extérieurs... La sommation, donc ça a été rappelé tout à l'heure, juridiquement, elle ne va pas avoir plus de valeur qu'un recommandé. Simplement, en pratique, ce que constatent certains collectifs, c'est qu'il y a un taux de pause des compteurs moins important sur les gens qui ont fait une sommation. Maintenant, à mon avis, c'est une solution temporaire, parce que peut-être qu'ils se sont dit on va d'abord poser les gens qui n'ont pas fait de sommation, et puis après on verra pour les plus résistants, je sais pas. Mais ça résout pas le problème sur le CPL dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a aussi, pour finir de répondre à la question, des gens qui se protègent, enfin qui essayent de se protéger dans la mesure où ils doivent. On doit l'accès libre au compteur, c'est-à-dire que la relève du compteur doit pouvoir être assurée d'une façon totale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas occulter le cadran où on peut relever donc votre index de consommation. Alors, on sait très bien que c'est pas légal, mais on constate partout
que les gens essayent de faire intervenir par exemple des serruriers pour qu'ils puissent poser à l'intérieur des boîtiers plastiques, sans les détériorer pour ne pas justement subir les foudres et d'Enedis, des plaques qui sont soit soudées ou fixées, de telle manière que le compteur ne puisse pas être déposé. Plus concrètement, sur une partie extérieure, on a des exemples de personnes qui garent des voitures dont ils n'ont pas l'utilité quand ils le peuvent, juste à proximité du compteur pour qu'ils ne puissent pas être ouverts, en disant « et ça marche très bien ». Ça marche très bien en disant simplement mon véhicule est en panne, je ne peux pas le réparer pour l'instant, ma voiture reste là et elle ne bouge pas. Il faut quand même savoir qu'Enedis prend des photos et insiste lourdement en prenant les plaques d'immatriculation en photo, etc. et surveille régulièrement. J'ai le cas précis d'une habitante à If, donc juste à côté de Caen, qui a laissé sa voiture devant le compteur pendant tout le temps où elle n'avait pas besoin d'utiliser son véhicule, sans aucun souci. Le jour où elle a eu besoin de prendre autre chose, un autre moyen de locomotion que le transport en commun pour aller à Paris pour son travail, le seul jour où elle a pris la voiture, quand elle est revenue, le compteur Linky était posé. Donc voilà, on n'a pas de recette miracle. Hein. C'est de la débrouillardise, chacun à son niveau, en essayant de ne pas rentrer dans l'illégalité, de telle manière qu'on puisse pas en plus subir d'autres représailles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et dans les habitats collectifs, ce qui se passe régulièrement, ce sont des gens qui font carrément des vigies et qui surveillent les couloirs pour les personnes qui restent chez elles. Ça se passe tous les jours dans les quartiers à Caen, c'est comme ça. Vous avez des personnes qui se relaient et qui interviennent pour appeler leurs voisins, qui s'interposent quand elles entendent du bruit sur le palier, elles sortent et elles disent non, madame a fait une sommation ou monsieur n'est pas d'accord. Les gens, normalement, ils doivent sonner à votre porte, même s'ils n'ont pas besoin d'accéder à votre compteur. Et quand ils ne le font pas, ce sont les personnes qui vont alerter leurs voisins. C'est de la solidarité et il n'y a pas d'autre moyen de résister. Si vous n'êtes pas solidaire, vous ne pourrez pas y arriver. Si chacun se bat dans son coin, c'est perdu d'avance, c'est même pas la peine d'essayer de faire autre chose. Il faut apprendre à faire autrement, à être plus intelligent et à être solidaire. Et solidaire, ça veut dire pouvoir répondre à la sollicitation de votre voisin ou de votre voisine si elle vous appelle au secours parce qu'il y a un poseur qui est devant chez elle. Et c'est ça la vraie solidarité. Il faut en revenir à ça. J'ai pas d'autre solution à vous proposer. Il y a un immeuble à Caen, puisque la pollution électromagnétique, ça dérègle des assistances cardiaques, ça dérègle les pompes insulines. Donc il y a un immeuble à Caen, c'est des gens qui ont des assistances cardiaques, des pompes insulines. Ils sont solidaires, ils se relayent, ils ont changé le digicode, tout le monde surveille, chacun son tour. Ils ont jamais, Enedis n'a pas pu poser un seul compteur dans cet immeuble, parce que les gens sont solidaires. Et ils changent, donc ils ont changé le digicode. Il ne faut pas oublier que la pollution électromagnétique est responsable de plus d'une centaine de maladies aujourd'hui. C'est caché volontairement parce que il faut savoir que la téléphonie mobile a versé 6 milliards d'euros sur des droits de pollution électromagnétique au gouvernement et en échange, on a laissé la vieille loi de 87 volts par mètre de pollution électromagnétique. On a en France la plus haute norme de pollution électromagnétique du monde. D'accord ? Et alors, c'est pas le tout de faire la morale devant la COP21 quand on a une loi qui est la plus haute du monde. Alors que l'Allemagne, dans l'habitat, je parle, l'Allemagne est à 0,06 volts par mètre en pollution dans l'habitat. Nous, on est à 87 volts par mètre. D'accord ? Donc, les 87 volts par mètre, si je vous mets 87 volts par mètre dans cette pièce de pollution électromagnétique, personne ne peut rester dans la pièce, personne ne peut dormir si je mets ça dans votre chambre. Insomnie, vertige. Dès que vous subissez une pollution électromagnétique de 1 volt par mètre, bien sûr sur une longue durée, c'est insomnie, vertige, et donc la médecine qui n'est pas formée, c'est anxiolytique, antidépresseur. Ensuite, quand vous subissez une pollution de 2 mètres par volt, bien sûr, sur un long temps, c'est d'ailleurs le docteur qui est le responsable de la CREREM, le cofondateur, il explique bien d'ailleurs, il suffit de retrouver sa déclaration, et il explique que justement, et d'ailleurs il est à l'Europe par rapport aux ondes électromagnétiques, dès qu'on subit une pollution de 2 volts par mètre sur une longue distance, bien sûr, sur une longue période, on a des risques cancéreux.
Mais il y a des intérêts économiques qui sont tellement puissants que la santé, c'est secondaire. Donc il faut aussi que chacun change d'habitude aussi. Quand je vois des mamans qui font écouter la musique enceinte à leur bébé, les 137 volts par mètre de la 4G traversent le fœtus. D'accord ? Donc, quand je vois devant chez moi des gens qui poussent la poussette et qui jouent au portable au-dessus de la tête des enfants, parce que le cerveau, normalement, le téléphone portable devrait être interdit jusqu'à l'âge de 15 ans. La tablette devrait être interdite jusqu'à 13 ans. Parce que le cerveau d'un enfant a une teneur en eau supérieure à nous et est plus fragile au niveau des ondes. Donc, il va falloir que les gens se réveillent, parce qu'en réalité, on a sur la pollution électromagnétique, on a entre 10 et 15 ans de retard, que ce soit sur même l'Angleterre, le Danemark, etc. Donc, bien sûr, le Linky, c'est une pollution supplémentaire. Ça, c'est clair. Et les câblages ne sont pas conformes. C'est aussi, et que je vous disais au départ, il faut s'arrêter, je dirais, la solution, c'est des compteurs communicants filaires. C'est ça la solution. Voilà. Et l'Angleterre, d'ailleurs, c'est un autre système, et il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de CPL en Angleterre, par exemple. Donc voilà, défendez-vous, et il faut être unis, il faut être soudés pour se défendre. Voilà, merci. Lorsqu'il y a une pause arbitraire d'un compteur Linky ou lorsqu'il y a une coupure d'électricité, tout à l'heure vous parliez de saisir un juge en urgence, comment ça se passe concrètement Là, c'est un référé d'heure à heure, ça peut être extrêmement rapide, ça ne vous remet pas non plus l'électricité disons qu'il faut peut-être compter 1 à 2 semaines. Mais ce cas-là, c'est pas l'essentiel, à mon avis, de votre préoccupation. D'autant plus que si vous êtes nombreux, et ce qui est le cas à le refuser, ils ne peuvent pas couper l'électricité de tout leur Mais si c'est une maison isolée en milieu rural, par exemple, parce que bon, là, on parle de collectif et tout ça, c'est bien quand on est, par exemple, à Avranches, Marseille, mais lorsque les personnes habitent en milieu rural, une maison isolée, c'est plus compliqué. Là, alors, dans ce cas-là, pour premier réflexe, vous prenez un groupe électrogène pour pouvoir subvenir à vos besoins. Vous saisissez ensuite, vous résolvez d'abord le problème matériellement, vous saisissez ensuite un avocat et vous expliquez qu'il va falloir indemniser le préjudice pour avoir notamment loué le groupe électrogène et de rétablir l'électricité dans l'urgence et sous astreinte. Mais ça, c'est pas du tout le cas de cette action collective. On peut pas, pour 1 millier de personnes sur un tarif de 48 €, dans le cas de l'action, les avocats, c'est quelque chose qui coûte cher, vous le savez, ça revient à 200 € de l'heure. On peut pas inclure des prestations aussi personnalisées d'aller saisir un juge. Dans ce cas, ça peut être soit nous, soit un avocat local qui va saisir ce juge au niveau local. Et je voudrais faire un complément sur ce qui était dit tout à l'heure sur le compteur dans le logement. Simplement, une précision, un complément, donc vous avez donné des explications très concrètes et très pratiques. Je reviens sur un aspect juridique, simplement parce qu'on a eu écho de menaces qu'on vous fait, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, si vous n'aurez pas la porte de votre appartement pour permettre la pose du compteur, vous êtes un grand bandit, en gros. J'aimerais faire un parallèle, parce que ça n'a pas encore été jugé. Faut-il ouvrir la porte pour autoriser, de force la porte pour autoriser un changement de compteur, pour permettre un changement de compteur? On n'a pas de jurisprudence là-dessus. On en a une en revanche qui est sur un cas assez similaire, qui est le cas des propriétaires qui doivent faire des travaux urgents. Et il a un locataire dans son logement. Et il y a des propriétaires qui s'étaient dit, mais ce sont des travaux urgents, mon locataire me refuse l'accès, c'est la consolidation d'un mur porteur, etc. Je me débrouille pour forcer l'accès. Et les juges ont condamné ça, et c'était jugé, rejugé et compris en cours de cassation. C'est des jurisprudences très anciennes qui n'ont pas été, à ma connaissance, remises en cause. Il faut, même pour un propriétaire qui veut intervenir sur son propre bien, qui est dans un péril imminent, il lui faut une autorisation préalable du juge si le locataire refuse. Pour dire à quel point on protège le domicile en droit français. Et je trouve que si on a ça en droit, a fortiori, une personne qui refuse juste qu'on lui remplace son compteur par un compteur connecté, ça me paraît parfaitement légitime qu'elle puisse refuser l'accès à son logement si c'est pas pour faire une relève ou un remplacement de compteur défectueux. Mais là, c'est pour changer le type de compteur, le type de matériel posé. Voilà. Simplement précision par rapport à la question qui était posée tout à l'heure. Je crois qu'il y en avait une autre. Je suis maire d'une petite commune. J'ai refusé le Linky en fait il y a 1 an à peu près. Et j'aurais 2 questions à ce sujet, donc j'ai délibéré. La première chose, c'est de savoir en fait si ça protège mes habitants. Parce qu'en délibérant contre le Linky, je protège les habitants pour que en fait Enedis ne passe pas changer les compteurs.
Et la deuxième chose, ma délibération est-elle encore viable ou je dois la changer en fait tous les 6 mois? Non, je vois pas de raison de la changer tous les 6 mois. Vous prenez le risque d'attirer l'attention et de la rendre encore plus contestable. Maintenant, c'est une question à laquelle je peux pas répondre aujourd'hui parce qu'il y a des arrêts qui ont été annulés, mais sur des arrêtés, pardon, sur des questions de procédure. Et il y en a qui n'ont pas été annulés, donc ce que je disais tout à l'heure, mais également sur des questions de procédure. Donc sur le fond, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Maintenant, quand en général un arrêté est pris, il y a le message du préfet, il y a toutes ces étapes-là, le maire passe un peu pour un grand bandit. À mon sens, vous ne prenez pas un grand risque en souhaitant protéger la population de votre commune. Vous l'avez pris sur le fondement de votre pouvoir de police. Et sur ce fondement-là, c'est les meilleurs fondements qu'on a. Maintenant, je ne peux pas vous garantir les chances de succès devant le juge administratif. J'en profite pour faire une distinction entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, notamment par rapport à certaines associations d'électro-hypersensibles qui ont été refroidies par la juridiction administrative sur des contentieux d'antenne relais. Il y en a qui ont été perdus, il y en a qui ont été gagnés. La juridiction administrative, elle est différente de la juridiction judiciaire à laquelle nous, on va s'adresser pour ces compteurs. Le juge administratif, il a été créé, c'est l'arrêt fondateur de ce droit administratif, l'arrêt Agnès Blanco, on nous dit que l'État ne peut pas être jugé comme un simple particulier sur les mêmes fondements que ces particuliers, et donc il a le droit à un juge spécial. On ne dit pas que le juge d'avance dit tout est très bien pour l'État, mais les juridictions administratives, elle a été créée comme ça. Et quand vous vous retrouvez sur un contentieux d'arrêté municipal, vous êtes devant la juridiction administrative. Nous, on est devant le juge judiciaire qui est connu davantage pour son indépendance. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'en droit, sur ce qu'on appelle les voies de fait, on en a une dans le cadre des personnes qui ont subi les pauses de compteurs, c'est-à-dire la voie de fait, c'est l'utilisation de la force publique pour porter atteinte à la vie privée, ou en l'occurrence, là, c'était du fait de la pause forcée du compteur avec le concours de la force publique. Et la voie de fait, en droit, il y a une disposition spéciale qui nous dit on va devant le juge judiciaire parce que c'est suffisamment grave, il faut aller devant le juge qu'on considère comme étant le plus libre de trancher en toute indépendance et en toute liberté le litige. Alors, en ayant délibéré, en fait, est-ce que ils poseront quand même les compteurs ou pas? Ou est-ce que ça va plus loin que en termes de protection? Alors oui, enfin, ce qu'on constate, c'est que sur certaines communes qui ont pris des arrêtés, ils viendront pas. Enfin, ils essaient quand même de poser. Les compteurs appartiennent à la commune. Donc normalement, ils n'ont pas à passer puisqu'il y a un arrêté qui a été fait. Oui, mais alors après, ça va dépendre de la sanction qui a été prévue. Là, c'est du cas par cas. On a vu certaines communes où pour l'instant, ça n'a pas bougé, mais ça peut être juste une question de calendrier, la raison pour laquelle les compteurs ne sont pas encore arrivés. Et c'est vrai qu'on en a vu certaines qui avaient pris des arrêtés et sur lesquels les compteurs, les opérateurs poseurs de compteurs agissent quand même. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la préfecture et la société Enedis. Ils n'ont pas les arrêtés des maires à disposition. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais une question à vous poser. Donc, justement, avez-vous été contacté par la préfecture au sujet de votre délibération? Oui, j'ai reçu un courrier, en fait, comme quoi ma délibération n'était pas viable. Voilà. Donc, ils vous ont déjà proposé de la retirer pour... alors après, ce qu'il faut savoir, c'était dans un délai de 2 mois ou pas? 2 ou 3 mois, oui. C'est très important. Une délibération passée 2 mois, elle est réputée comme étant tout à fait juste, et donc ils ne peuvent plus agir dessus. Donc il faut vraiment surveiller par rapport au délai, si c'est bien dans les 2 mois ou pas. Si c'est pas dans les 2 mois, vous allez avoir 2 choix possibles. Soit vous maintenez votre délibération. Dans ces cas-là, vous prenez le risque que Enedis s'empare du dossier, demande à la préfecture de vous traduire devant le tribunal administratif, comme ça se passe pour plusieurs communes. C'est en cours d'ailleurs pour plusieurs en référé. Donc non pas sur le fond de l'affaire, mais simplement en référé. Pour l'instant, aucune commune n'a subi un jugement sur le fond. C'est très important. Il y en a les premiers jugements sur le fond, si je ne m'abuse, ça doit être fin 2017 pour les premières. Donc, si vous voulez plus de renseignements par rapport à ça, Stéphane Lhomme, qui suit les dossiers, saura sûrement vous en dire un peu plus. Par contre, ce qui importe, c'est vraiment le délai dans lequel la préfecture vous a informé du fait que votre délibération n'était pas correcte.
Après, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Soit vous maintenez, soit vous réunissez un nouveau conseil municipal et vous la retirez. Je peux vous citer l'exemple du maire d'une toute petite commune dans le Calvados qui s'appelle Formigny-la-Bataille, qui a déjà dû subir une première fois la pression d'Enedis, qui a retiré sa délibération. Donc ça, c'était juste dans le petit village à côté. Il se trouve que maintenant, c'est une commune nouvelle, donc c'est devenu Formigny-la-Bataille. Donc je suis allée animer une réunion avec Michel il n'y a pas très longtemps. Ils ont donc repris une délibération depuis que la commune a été transformée. Je suis partie quelques jours en congé, mais j'ai laissé mes coordonnées par mail pour qu'on puisse suivre éventuellement une intervention de la préfecture, ce qui n'a pas manqué d'arriver, en disant qu'ils ne pouvaient pas comprendre d'où est-ce que la commune était propriétaire des compteurs et qu'ils ne pouvaient pas établir le lien de rattachement au SDEC, donc le syndicat d'électrification du Calvados. Or, en cherchant sur leur site internet, et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé noir sur blanc le fait que toutes les communes du Calvados avaient transféré la gestion au SDEC. Donc, ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne pouvaient pas rattacher l'information, c'était absolument faux. Depuis, je ne sais pas si la préfecture a continué ou pas, mais de toute façon, il faut se battre. Et n'oubliez pas une autre chose, étant maire d'une petite commune, vous devez pouvoir rassembler vos habitants, leur dire que vous œuvrez, puisque je suppose que vous avez dû faire une information à leur attention, et leur demander leur soutien. Autant on demande aux maires de soutenir les habitants, autant les habitants doivent également faire le retour. C'est pas à sens unique. La solidarité, elle doit s'exprimer également envers les élus, parce que je l'ai dit en préambule, ils subissent des grosses pressions et il faut pouvoir accompagner vos élus également. Vous devez les solliciter, mais vous devez également les soutenir. Voilà ce que je pouvais vous répondre. C'est très intéressant cet échange parce que ça concernait ma question en fait sur le fait de comment on s'organise vraiment concrètement. Parce que j'ai l'impression, mais je comprends peut-être pas tout, sûrement d'ailleurs. Il y a les citoyens d'un côté qui essaient de s'organiser, on parle de résistance, on se met devant les compteurs, enfin bon, waouh. Et de l'autre côté, il y a les communes. Vous parlez de pression d'Enedis sur les communes, je voudrais bien savoir en quoi consiste cette pression. Et effectivement, vous dites que le monsieur doit se faire aider en fait de ses citoyens, ses concitoyens. De notre côté, il faudrait donc qu'on fasse appel à nos élus. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne les connais pas tous. Comment ça se passe? Parce que sinon, c'est un petit peu, enfin, ça me semble un peu bizarre cette idée que quelque chose est illégal, mais en fait, on l'impose et que si on va devant un tribunal, on risque de perdre parce que on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien sur le fond vraiment de l'histoire là. Alors, le compteur Linky, il y a plusieurs intervenants qui sont autour de cette problématique. Vous avez donc le maire qui est un point de vue central, qui fait le lien avec les habitants, qui a des rapports directs avec l'Enedis, qui lui également, je voulais vous chercher une diapositive qui reprenait ça, avec la préfecture, avec la commission de régulation d'énergie. Il est sollicité directement également par d'autres intervenants et les habitants sont également eux-mêmes sollicités par Enedis, etc. Donc on voit bien que tout est lié et donc il faut que les habitants puissent solliciter pas la protection du maire, mais quelque chose qui s'apparente à ça en disant on ne peut pas résister tout seul face aux pressions d'Enedis, étant donné que vous êtes propriétaire des compteurs. Est-il possible de prendre une délibération lors d'un conseil municipal? C'est donc à vous, dans ce sens-là, de les solliciter. Si jamais ils acceptent, mais qu'ils sont traînés au tribunal administratif via la préfecture, c'est aussi, donc dans ce cas-là, à vous, en tant qu'habitant, d'apporter votre soutien au maire. Vous pouvez faire un rassemblement, vous pouvez faire un communiqué de presse, vous pouvez convoquer la presse et leur dire ce qui se passe dans votre commune et dire que c'est pas normal puisque les habitants étaient d'accord. C'est à vous d'être solidaires. Ensuite, par rapport à vos voisins, je pense avoir été assez clair, aussi bien que par rapport aux amis ou autres. Vous avez la possibilité de créer des répertoires et de vous entraider par téléphone pour pouvoir être présents ensemble, etc. C'est la solidarité qui doit s'exprimer à tous les niveaux. Mais, oui, mais par rapport au maire, là, par rapport à cette histoire de délibération, en fait... Si la délibération n'est pas jugée correcte par la préfecture, mais la pression... C'est jugé correct ou pas, c'est ça que je comprends pas. Eh bien justement, il y a une chose... Alors, il y a beaucoup de délibérations par le passé qui ont été considérées comme étant non correctes. Pourquoi? Parce qu'elles prenaient appui sur le principe de précaution, qui est une grande... invention française et qui est remise en cause par le Conseil d'État depuis le 20 mars 2013, qui a jugé qu'en l'état,
de ce qu'il connaissait du compteur communicant et des problèmes des ondes électromagnétiques et autres, il n'y avait pas matière à se protéger en prenant prétexte de l'arrêt du Conseil d'État, donc du principe de précaution. Donc il est formellement interdit, sous peine de se voir traîner au tribunal, de prendre ce principe de précaution dans une délibération municipale. Elle sera rejetée d'office par la préfecture. Donc par rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, pour ne pas avoir de refus, Stéphane Lhomme, qui était en pointe sur ce combat, a mandaté avec des fonds le cabinet Artemisia et a dit, puisqu'on ne peut pas s'opposer sur le principe de précaution, le juge en la matière, si je peux m'exprimer avec des guillemets, on va saisir donc la CNIL, les maires vont saisir la CNIL pour savoir si tout est bien orchestré de telle manière que nos données personnelles, etc. soient bien respectées et autres. Et c'est comme ça que le cabinet Artemisia a mis à disposition et des particuliers et des collectivités territoriales des annexes, avec des annexes, un document d'une vingtaine de pages que vous pouvez également télécharger sur le site, vous en tant que particulier ou vous en tant qu'élu, qui vous donne la trame exacte des interventions que vous pouvez faire, soit auprès de la CNIL, soit auprès d'Enedis, etc., en tant qu'élu. Donc ça part du principe du fait que les compteurs appartiennent aux communes, que les maires ont un pouvoir de police, etc. Je ne vais pas redétailler tout le cheminement de ce qu'ils ont à faire, mais en fait, c'est comme si les maires devenaient un peu les garants du bon déroulement de ce déploiement et essayer un peu de gagner du temps, en quelque sorte, en invoquant le fait qu'Enedis ne respecte pas tel et tel critère pour dire non, on n'accepte pas sur notre territoire tant que vous ne respecterez pas ça. C'est essayer de gagner un peu de temps en attendant, par exemple, qu'il y ait une action collective qui se mette en place et qui parviennent à avoir un résultat positif ou une jurisprudence qui s'étoffe avec des retraits de compteurs communicants pour d'autres personnes ailleurs en France. Parce que jusqu'à présent, les fameuses délibérations qui ont eu lieu, en fait, ça n'était que sur le principe de précaution, il n'y a jamais eu... Non, il y en a eu d'autres. Il y a des communes qui ont délibéré et qui n'ont jamais été attaquées. Oui. En ayant pris ce principe de précaution, donc c'est pas unique. Il y en a d'autres qui ont pris le code de l'énergie en disant les compteurs nous appartiennent, etc. et n'ont pas été remis en cause. Il y en a d'autres qui ont été complètement remis en cause très vite, même avec les nouveaux documents. Donc c'est très variable. Il n'y a pas de recette miracle dans ce dossier. Il faut être inventif et essayer plein de choses. D'accord. J'espère avoir répondu à votre question, parce que j'ai d'autres personnes qui veulent poser une question. Juste une dernière chose. Je vais vraiment avoir l'air très bête, mais peut-être je ne suis pas la seule à me poser la question. C'est peut-être malvenu ma question, mais j'ai quand même du mal à comprendre. C'est sûrement que j'ai rien compris au système judiciaire et tout ça. Comment ça se fait que quelque chose qui est fondamentalement illégal, c'est-à-dire imposer quelque chose à quelqu'un, puisse se retrouver débouté devant un juge? J'arrive pas à comprendre ça. Excusez-moi, hein, mais Enfin, pour l'instant, ça se passe pas trop mal du côté du judiciaire avec cette ordonnance du 17 novembre 2016, tribunal d'instance de Grenoble, qui dit oui, on retire le compteur, là sur le compteur AO. Donc c'est pas perdu d'avance, c'est simplement que nous, en tant qu'avocats, on prend des précautions, on vous dit pas c'est gagné d'avance. Les deux solutions sont possibles parce que sur le fond, ça paraît assez clair. Maintenant, dans les procès, il peut y avoir des questions de procédure très complexes qui se posent, au point que les meilleurs doctrinaires, professeurs de droit, disent blanc et noir s'agissant d'un problème précis. Donc il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, une part d'aléa quand on est en justice. On ne peut pas être sûr d'avance. Et c'est pour ça qu'on prévient sur cette possibilité. Maintenant, si on y va, si on annonce 85% de chances de succès, c'est parce que nous, on y va pour gagner. Mais on prend des précautions, ça vous le comprendrez, je pense. D'accord, je laisse le micro. Je voulais juste dire une dernière chose par rapport aux ondes électromagnétiques, c'est un détail, mais j'ai entendu à la radio et je suis allée vérifier, ils ont inventé une machine pour guérir, enfin pour soulager en fait les schizophrènes des voix qu'ils entendent. Et ils mettent un capteur, en fait, une électrode sur la tempe, et ils envoient des fameuses ondes électromagnétiques, pas très fortes, hein, ça leur fait pas mal, et ça agit sur le cerveau, et ça empêche que ces schizophrènes entendent des voix. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est aussi peut-être à verser au dossier, si c'est bon, enfin, si ça soigne, c'est que ça a un effet, et si ça a un effet bénéfique, ça peut avoir un effet négatif. Et donc voilà, c'était un petit truc de plus. Absolument. Il y a aussi c'est aussi reconnu, par exemple, pour chasser les nuisibles, les rongeurs à l'intérieur des maisons. On utilise des champs électromagnétiques. Là, l'effet
est reconnu, mais parce qu'il y a un enjeu industriel intéressant derrière. Voilà. Là, vous êtes contre l'enjeu industriel, mais sur ce procès, on a trouvé qu'il y avait un point intéressant. Le juge, il tranche aussi quand même dans un contexte social. Et c'est vrai que sur les téléphones portables, il y a un consensus social qui est une demande extrêmement forte en termes de téléphonie mobile. Sur le compteur communicant, personne ne le réclamait. Il n'y avait absolument personne. Donc il y a quand même un contexte social qui est différent de pouvoir aller solliciter un juge pour dire là, on va nous exposer davantage à des fréquences dont une agence gouvernementale nous dit qu'on ne connaît pas les effets, dont certaines personnes qui ont subi les pauses déclarent des symptômes, et on va nous la poser alors que personne ne le réclamait, et que c'est pour des questions d'optimisation d'un réseau qui fonctionne déjà très bien, en réalité d'optimisation financière, et en termes d'actifs notamment, et en termes de création de nouveaux besoins, de big data, de revente de données, etc. Donc là, il y a quand même un contexte social qui est assez différent à mon avis et qui permet, dans ce contexte de santé et de vie privée, de l'emporter. Par rapport donc au référé, à l'action de justice que vous proposez, par rapport aux personnes qui ont déjà le Linky, ce qui est mon cas, est-ce que je peux faire cette demande? Et donc, si j'ai bien compris, ça serait pour désactiver le module CPL, que le Linky ne serait pas changé. On demande, à titre principal, la meilleure demande que puisse nous accorder le juge, c'est le retrait du compteur et son remplacement par l'ancien. Mais si le juge ne nous accorde pas cette possibilité, à ce moment-là, on demande subsidiairement, c'est-à-dire au cas où on n'aurait pas la première demande, on demande à ce que ce compteur soit désactivé, à ce que ces émissions de CPL soient désactivées. Et pas simplement celles de votre compteur, puisque ça ne suffit pas, mais également qu'il n'y ait pas d'émissions CPL provenant du voisinage qui rentrent dans votre circuit électrique. En gros, juridiquement, on demande simplement la fourniture d'électricité telle que c'était le cas avant la pose des compteurs, à 50 Hz. Alors il y avait une question au fond. Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez assisté à des relevés de mesures sur un compteur Linky? À quelle distance et quel voltage, quoi? Oui, alors il y a eu plusieurs campagnes de mesures, il y en a eu des privés, notamment vous avez un rapport qui a été... Est-ce que vous avez assisté à ça? Parce que moi j'ai une formation en ondes électromagnétiques et je cherche des personnes qui ont fait des relevés sur ces compteurs, parce que par chez nous ils sont pas en route encore. Parce qu'il y a des compteurs qui sont posés, mais ils sont en mode ancien, quoi. Ouais. Ils fonctionnent pas, ils sont pas... Il y a eu beaucoup de situations de rencontrer, effectivement, compteur posé non encore activé, et absence de compteur, CPL du voisinage ou du transformateur de quartier, du concentrateur, activé. Et donc présence de CPL alors qu'il n'y avait pas le compteur ou pas de compteur chez les 2-3 voisins limitrophes. Donc voilà, maintenant moi j'assiste pas personnellement aux mesures. J'envoie un expert ou j'envoie un huissier, je peux vous mettre en contact éventuellement avec un des experts privés qui avait réalisé des mesures. On en a un là d'ailleurs aussi qui est formé pour réaliser des mesures. Ça c'est une option possible, mais donc il y a eu plusieurs campagnes. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est que déjà vous documentiez sur celles qui ont été faites, celle du CSTB, celle de monsieur Raymond Tricone qui a publié via les collectifs un rapport de mesure dans, je crois que c'était 2 logements équipés du compteur G1, donc sur les 2 premières fréquences. L'avantage de celui du CSTB, c'est qu'il est sur également, il y a une petite mesure sur le G3. Quelle valeur avez-vous trouvé sur votre appareil de mesure? C'est ça qui est intéressant, parce que les gens ils se demandent si c'est dangereux à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez fait là, des relevés sur des prises électriques, savoir si ça pollue le 50 Hz? C'est ça qu'on aimerait savoir. Je ne vais pas rentrer dans le débat au niveau juridique, non mais je vais vous répondre. Mais simplement sur la question des valeurs, on vous a expliqué que la valeur maximale était extrêmement élevée. C'est un petit peu comme pour faire une image qui n'est pas proportionnelle, mais comme s'il était autorisé de rouler à 2000 km/h en ville et que du coup on trouvait que 110 c'était pas beaucoup. Pourtant c'est dangereux. Au bout d'un moment, il y a des conséquences négatives. Donc, les valeurs telles que officiellement relevées, elles apparaissent faibles. Maintenant, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a certaines configurations soi-disant atypiques, mais qu'en réalité on retrouve dans la plupart des logements, avec des câbles écartés, avec en fonction du type d'appareils qui sont branchés sur le réseau électrique, le Linky va augmenter sa puissance pour, malgré les freins en quelque sorte qui sont présents dans le réseau électrique, notamment ce qu'on appelle des charges capacitives, c'est les transformateurs de téléphone, d'ordinateur, etc., va augmenter la puissance pour, malgré ces freins, réussir à transmettre l'information. Donc ces valeurs, elles sont très variables. On est plus en réalité, à mon sens, sur une question qualitative.
des personnes qui n'étaient pas gênées par le 50 Hz, même à des valeurs assez fortes, se sont retrouvées gênées par le 35 à 100 kHz du courant porté en ligne du Linky, à ces valeurs soi-disant faibles, mais dont la réalité mérite encore éventuellement une expertise. Mais devant le juge, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur un débat sur le non-respect des normes. Pour reprendre l'image du code de la route, c'est pas parce que quelqu'un roule à 10 km/h sur une zone limitée à 50 que le juge ne peut rien faire s'il cause des dommages, quels qu'ils soient. S'il a trouvé une technique pour causer des dommages, c'est pas parce qu'il respecte la norme que pour autant il peut ne pas être sanctionné. À partir du moment où vous causez un dommage en droit, c'est des fondements de notre droit civil, vous pouvez demander une sanction. Ouais. Mais alors, vous, monsieur, quelle mesure avez-vous relevé sur une prise de courant qui délivre du 50 Hz? Quelle pollution avez-vous relevé? C'est ça je pense, qui est intéressant. Je vais vous répondre, parce qu'en réalité, si vous voulez, dans le rapport CSTB, à la page 20, vous voyez, là, c'est petit, quoi. Hein. Oui, mais vous, est-ce que vous avez effectué des mesures Non, attendez. J'ai effectué des mesures, c'est exact. Je n'ai pas le droit de le dire parce que il faut que ça soit officiel. Tout ce qu'on vous dit ce soir, on est obligé de respecter le rapport CSTB et de l'ANSES, d'accord? Oui, c'est exact, j'ai fait des mesures personnelles, mais j'ai pas le droit de vous le dire en public. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, si vous voulez, le CPL, il y a une différence de potentiel de 5 volts. Hein. Mais on peut avoir des pics de 14 volts, parce qu'en réalité, le compteur Linky va adapter le CPL par rapport à l'impédance de votre équipement, de votre maison, et bien sûr l'impédance aussi du réseau. D'accord? Hein? Donc tout ça, c'est très variable. Après, est-ce que vous avez, je sais pas, beaucoup de lampes basse consommation? Après, est-ce que c'est résistif, capacitif? Vous voyez? Donc je rentre pas dans les détails techniques, mais en réalité, plus vous avez d'appareils électroniques dans votre maison, bien sûr, hein, et donc plus, tout à fait, ouais. Et donc, je dirais que ce rapport CSTB, vous pouvez le trouver sur Internet, et la page 20, ça répond complètement avec les questions-là. Ensuite, quand vous mettez une pince ampère-métrique, par exemple, vous mettez une pince ampère-métrique, plus vous allez consommer du courant dans votre maison, bien sûr, plus vous aurez une pollution magnétique. D'accord ? Parce qu'en réalité, dans la pollution électromagnétique, la pollution le mot électro, ça veut dire pollution par rapport à la tension. Et le mot magnétique, ça veut dire, la pollution magnétique, c'est l'intensité de courant, les ampères que vous utilisez, d'accord? Et d'ailleurs, la pollution magnétique est plus dangereuse pour le vivant que la pollution électrique. Hein, mais si vous voulez pas nous donner les mesures que vous avez effectuées, on va jamais avancer, quoi, parce que. Mais non, mais si vous voulez, ça dépend de la consommation. On peut citer une machine à laver, etc., etc. Vous voyez. Et donc, c'est propre à chaque foyer, ça. Donc, je reprends la main pour répondre à votre question, monsieur. Les mesures ont été publiées dans le rapport du CSTB. Elles sont accessibles et en accès public sur Internet. Vous tapez CSTB, vous les aurez. Vous allez sur le site du RCEN. On les a mis à votre disposition également. Et nous ne travaillons qu'avec ces rapports officiels. Nous ne pouvons en aucun cas donner des chiffrages sur des mesures privées non officielles. On n'a pas le droit de le faire. Donc n'essayez pas de nous demander quel est le chiffre qu'on a retenu à une prise de courant ou autre. Ce n'est pas à nous de le faire, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Donc ça doit être fait avec des appareils très précis, homologués dans une procédure très stricte. Et ce n'est en aucun cas parce qu'on est en capacité de mesurer qu'on va faire référence et qu'on sera reconnu. Pas du tout. Au contraire, on va récolter des ennuis, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les rapports officiels, que ce soit l'ANSES, que ce soit le CS. Donc, je vais prendre la dernière question, s'il vous plaît. Je veux revenir sur l'assurance. J'aimerais, si vous pouvez, que vous écriviez, que vous alliez voir votre assureur pour lui demander une attestation comme quoi, eh bien, s'il se passe quelque chose suite à un problème d'ondes électromagnétiques, est-ce que vous êtes couvert? Alors, moi, j'ai fait ça à mon assurance. Vous voyez d'abord une attestation comme quoi j'étais couverte pour les dommages électriques.
Alors donc j'ai répondu que c'est pas ça que je voulais savoir. Et ensuite ils m'ont répondu par rapport donc au champ magnétique, etc. Nous vous en remercions. Par ailleurs, je vous confirme que nous garantirons l'incendie et les dommages d'ordre électrique qui pourraient survenir avec l'utilisation du compteur Linky. Entre parenthèses, exclusion des sinistres provenant des champs magnétiques. Voilà, on est dans le vif du sujet. Je vous passe le message, c'est mon attestation, mon assurance. Faites-le, demandez vraiment. Mais ça, on l'a déjà dit. Oui. Une attestation. Mais j'insiste parce que ça, il faut que ce soit clair. Dans les réunions, on le demande systématiquement. Voilà. Alors, je voulais aussi dire que nous, habitants d'Avranches, nous avons commencé à mener des actions auprès de la mairie. On a fait signer des pétitions. Nous avons fait un courrier au mois de mai. Grâce à la mairie, nous avons pu rencontrer Enedis début juillet. Alors, c'est très particulier, les rencontres avec Enedis. Je vous l'accorde. On est bien au courant en parlant. Voilà. Heureusement, on était plusieurs, parce que sinon, on se sent un peu perdu. Oui, oui. Et donc, ce qu'ils nous ont indiqué, enfin, ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'il y ait un courrier à Nicolas Hulot pour préciser qu'il fallait absolument que les gens soient au courant. Et M. Retailleau également, qui est sénateur sur la Vendée, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, et dernièrement, nous avons refait un courrier le 28 juillet. Mais bon, fort de ce que vous avez dit, on s'est un petit peu... on est allé vers le principe de précaution, tout ça pour la santé. Mais bon, maintenant, on va refaire autrement. Et ce qui se passe, c'est que la mairie donc, nous a entendus. Moi, ce que je souhaiterais, parce qu'on est quelques-uns, on se démène, qu'il y ait plus de gens d'Avranches qui viennent se rajouter. Oui, c'est sûr. Voilà. Et alors là, on est très inquiet parce que Enedis commence à envoyer des courriers. Ne signez pas, parce que du coup, vous acceptez des nouvelles conditions. Les conditions générales de vente, elles ont été unilatéralement modifiées. Moi, je l'ai découvert moi-même dans ma facture en octobre 2016. Alors moi j'ai rien demandé, donc et maintenant ils envoient également ça par mail. Avec, il y a un pavé orange, il y a un pavé vert pour dire je refuse ou j'accepte. Donc surtout, vous ne cliquez sur rien de ce qui vient d'Enedis comme ça par rapport à un changement de conditions générales de vente, parce que on ne sait pas exactement, on n'a pas le recul par rapport à ça, on ne sait pas quelles sont les conséquences possibles de cette acceptation ou de ce refus même par mail. C'est sous prétexte de recevoir les factures par mail. Dématérialisées, voilà, oui. Pour l'écologie. Oui, mais... Alors, ce que je voulais aussi préciser, ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement entendu, c'est que ça va coûter 5 à 7 milliards. Exactement, et c'est le prix d'un petit EPR, pour mettre les choses très clairement. On est dans un département qui est quand même assez exposé à ce niveau-là. On a quand même l'exemple de l'EPR qui a été chiffré au départ à 5 milliards et qui serait plus proche aujourd'hui des 10 milliards. Aujourd'hui, le compteur Linky, le programme complet du compteur Linky, c'est entre 5 et 7 milliards, peut-être 8. Tout ça sur une durée de 15 ans sans jamais prendre en compte le coût du renouvellement, puisque le compteur, personne ne peut certifier qu'il ne vivra plus de 15 ans, contrairement aux nôtres actuels qui sont en parfait état et qui peuvent durer 50 ans et plus. Et deuxièmement, les concentrateurs qui seront au nombre de 700 000 sur l'ensemble du territoire, pareil, ont une durée de vie assez réduite, ce qui d'ailleurs soulève un autre problème qui est celui de l'obsolescence programmée, qui est un délit interdit en France, sauf pour le compteur Linky, qui lui va permettre deux choses très importantes, de rejeter donc au recyclage des compteurs parfaitement en état de marche, ce qui n'est absolument pas logique. Ça devrait être réservé simplement à des compteurs hors d'usage. Et deuxième chose, j'attire votre attention, surtout pour les élus, que le fait de jeter au recyclage ces compteurs, c'est un délit. Le déclassement des compteurs ne peut pas intervenir dans une commune sans que la commune l'ait accepté. Elle doit prendre une délibération par rapport à ça. Ce sont dans les documents Artemisia qui sont à votre disposition. Ça doit faire l'objet d'une délibération bien spécifique en mairie. Donc voilà, je suis obligée de passer la parole maintenant à Monsieur Dubar.
Ce qu'on voudrait par rapport à cette réunion, c'est que vous ayez appris le maximum de choses et pouvoir vous inscrire ensuite sur l'action collective, donc par Internet, pour être le plus nombreux possible, de telle manière qu'on puisse atteindre facilement le nombre des 1000 en France. Je vous rappelle que c'est une des seules possibilités pour nous de se défendre collectivement. On n'a pas tout un chacun 3 000 € pour engager un avocat personnellement. Donc réfléchissez à ça, prenez bien la mesure de ça. Pour ceux qui veulent se défendre, c'est quand même une occasion importante de faire un essai. On sait bien que rien n'est garanti. Maître Durand nous l'a fort justement rappelé tout à l'heure. 85% d'estimation de réussite, ça vaut quand même le coup d'essayer. Je tiens également à rappeler qu'on avait essayé auparavant de monter une association nationale collective dont j'étais membre, de telle manière que je puisse voir et suivre ce qui se passait en Normandie. Ça a capoté parce qu'une association, elle doit avoir 5 ans d'existence et elle doit être reconnue comme pouvant ester en justice, une association de défense des consommateurs, et il lui faut 5 ans d'existence. Donc c'est absolument pas possible dans le sujet actuel des compteurs communicants. Donc il reste vraiment peu de choses qui nous permettent de nous défendre. Donc j'attire votre attention sur l'intérêt très particulier de cette action. Et à mon sens, on doit tout faire pour essayer. Voilà, donc je vais passer la parole à Monsieur Dubas. Je voulais vous dire également que le week-end prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 23-24, nous aurons un stand sur le refus de Linky à la fête d'essence à Avranches. Voilà. Je vous remercie.